Salut Synapse! On est le 3 mars en soirée. La semaine de relâche commence officiellement demain, techniquement, parce que c'est une journée de congé qui habituellement n'est pas congé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit concept? Je me suis lancée comme ça, même si je sais pas si je vais vraiment avoir plus de temps, mais bon, c'est pas ça l'important. Si vous avez vu passer les vidéos de ma belle amie Sous le ciel, récemment, elle a fait un 24 heures lecture, mais un petit peu revisité. Donc, je ne sais pas à qui remettre le crédit original de cette idée de 24 heures lecture qui, contrairement à ce qu'on faisait avant, ce que je faisais avant, genre une journée qu'on se lève le plus tôt possible puis on lit jusqu'à le plus tard possible, ben là, le concept, c'est de faire 24 heures chronométrées. Donc, j'ai une minuterie de 23 heures 59 minutes 53 secondes et je vais lire des livres durant 24 heures pour... Mais là, j'espère que ça va durer pas plus que cette semaine, là, parce que j'aimerais ça passer à autre chose après. J'espère que je vais pouvoir lire beaucoup cette semaine, c'est ça que je veux dire. J'ai pas vraiment d'objectif en faisant ça. Je pense que ça va être juste amusant de voir combien de livres que je vais lire. Et aussi, bon, on peut faire des petites stats de comme ça m'a pris combien de temps pour lire ce livre-là, et combien de pages, combien de livres que je peux lire en 24 heures. Parce que je sais que de ce temps-ci, je lis quand même pas beaucoup. Puis je suis pas quelqu'un qui mesure le temps que je lis. Donc, tu sais, je suis pas à m'asseoir le soir, puis je dis, bon, il est 8 heures jusqu'à 9h30, puis je vais lire 1h30. J'ai tendance à lire un petit peu par-ci par-là. Donc là, si je m'assois vraiment pour lire 24 heures, combien de livres que je peux lire? Puis en même temps, on va faire une pierre plusieurs coups parce que j'ai plein de livres à lire pour ma pile à lire que j'aimerais lire et donc faire diminuer ma pile. Je pense qu'actuellement, j'ai rentré toutes les nouvelles acquisitions que j'ai reçues dans les EU et achetées dans les dernières semaines et j'en suis à 53 livres. Donc, j'aimerais ça diminuer ça. Ça fait un bout que j'aimerais être en bas du 50. Si je peux m'approcher autour du 40 et éventuellement du 30 d'ici la fin de l'année, peut-être même du 20, ça serait comme amazing. Donc, ça, c'est un objectif numéro 2. Et un objectif numéro 3, lorsque j'ai présenté ma pile à lire du mois de mars, il y a eu beaucoup d'animations sur certains titres qui ont été des coups de cœur pour d'autres personnes. Donc, est-ce que je pourrais me trouver des coups de cœur? Parce que pour l'instant, j'ai fait des bonnes lectures, mais si on devait me demander aujourd'hui de me faire un topo de mes lectures top de l'année, ça serait pas évident, puis ça serait pas comme juste des « wow », j'ai juste des bons mots à dire sur ces livres-là. Donc, j'aimerais ça revamper un petit peu ma liste de top de la fin d'année pour avoir que des wow. Préambule terminé. Là, ma première lecture, c'est pas une lecture dont je vous ai parlé dans ma pile à lire du mois de mars. D'ailleurs, je l'avais même pas reçue lorsque j'ai fait ma pile à lire pour le mois de mars. Mais une chose que j'aime tellement, puis que j'ai pas réussi à faire ces derniers temps, c'est de lire les livres lorsque je les achète ou lorsque je les reçois. Donc, j'ai reçu un service de presse de la maison d'édition, tout le monde ensemble, le MEAC. J'ai reçu Machina de Lula Carballo, puis ça sort le 14 mars. Là, c'est vraiment cool parce que je vais le lire là, puis bon, je vais être capable de le finir avant le 14 mars. Et ça, je trouve ça, ma foi, toujours très folle. Donc, je dérive un petit peu de ma pile, mais je vais y retourner tout de suite après, là, avec mes autres services de presse et tout ça, parce que c'est ça l'objectif. Puis lui aussi, ben, il fait partie de ma pile à lire parce que, ben, il vient d'y être inséré. Donc, ça va être ma première lecture. C'est pour des petites stats, à peu près 184 pages. Donc, en combien de temps je peux lire 184 pages? Assez écrit gros, quand même assez aéré. Je pense que... Est-ce qu'on se fait une petite hypothèse? Est-ce que... Non, une heure, ça me semble... Je dirais maximum 2 heures. On s'en reparle. Ben, je sais pas si on peut dire que c'est une vidéo vlog, là, parce que je risque d'être assis ici pas mal tout le long. Mais on s'en reparle une fois que je l'aurai terminé. OK, on est lundi matin. J'ai terminé Machina de Lula Carballo. Hier soir, je vous ai dit que je commençais un 24 heures lecture chronométrée. J'ai donc terminé Machina ce matin. Ça m'a pris pas beaucoup de temps, mais comme je vous disais, c'est assez aéré. Puis, il y a beaucoup de sections où ils s'échangent des messages textes. Fait que c'est comme, genre, plusieurs pages où c'est une ligne. Donc, forcément, c'est beaucoup moins que 182 pages pour vrai en termes remplis, de textes remplis. Donc, premier livre, 182 pages, 1h11. J'ai quand même l'impression que pour les prochains romans, je vais quand même lire moins de pages en 1 heure que ça.
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai beaucoup aimé ce livre-là. De quoi ça parle? On va suivre notre protagoniste qui travaille au casino. Donc, on va parler de l'obsession, de l'addiction du jeu. Elle est un peu fascinée par ça. Sa grand-mère était addicte au jeu, elle avait cette obsession de tout dépenser, de tout flamber. Et il s'est passé un drame avec sa grand-mère. Et aujourd'hui, elle a comme besoin de comprendre. Donc, elle se dit, travailler au casino, ça va peut-être comme me rapprocher de ma grand-mère, peut-être comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte que comme elle ne pouvait s'empêcher de dépenser et de jouer. Donc, elle va travailler là au casino. On va être avec elle, on va découvrir avec elle les gamiques qui sont faites au casino pour s'assurer que les gens restent le plus longtemps. Tout le design, l'architecture, c'est réfléchi, ça a un lien. Les couleurs, la manière que c'est présenté. Il y a certains éléments qui ne sont pas présents, par exemple les horloges, pour pas que les gens se rendent compte que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et aussi, il y a toute cette attitude des employés qui doivent agir d'une certaine manière pour favoriser le fait que les gens doivent rester plus longtemps. Je trouve ça très intéressant, le thème de l'obsession, le thème du jeu. Ce sont deux thèmes, ma foi, ben, l'obsession peut-être moins originale, mais le jeu quand même plus, parce qu'on ne le voit pas souvent dans les ouvrages. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, bon, vous savez, j'ai une petite passion pour le thème de l'obsession. Je trouve ça très intéressant. Et moi-même étant une personne très plate, dans le sens que je peux aimer des choses, mais je suis très peu obsessive, j'ai pas de gros up, j'ai pas de gros down, je suis très neutre. Lorsque j'aime quelque chose, je peux le faire un petit peu beaucoup, mais comme ça vire jamais à l'excès. Je suis pas quelqu'un d'excessif. Donc, je trouve ça toujours intéressant, ce thème-là. Et le casino aussi, parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle. J'ai été une fois au casino avec 20 pièces en poche, genre lorsque j'avais 18-19 ans. J'ai détesté perdre de l'argent. J'étais à la machine à sous, puis à toutes les fois que je gagnais un petit gain, je faisais imprimer les petits reçus. Donc, j'ai fini avec 32 piastres, mais comme je suis pas sûre, c'est de même que t'es supposé de jouer. T'es pas supposé de ramasser tes reçus à toutes les fois que tu dépenses de l'argent. Donc, c'est vraiment pas dans ma nature non plus. Et je comprenais la protagoniste d'essayer de comprendre euh, comment ces personnes-là se sentent, puis pourquoi ces personnes-là sont là. Donc, je comprenais sa démarche. Et c'est pas tout à fait des trucs qui étaient méconnus pour moi parce que j'ai eu une belle-mère dans le temps que j'ai sorti avec un autre garçon. Sa mère travaillait au casino, donc il y avait beaucoup de choses que je savais et que je trouvais quand même, ma foi, intéressantes parce que ben, c'est intéressant ce monde-là du casino. On n'est pas là souvent, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent au casino et c'est quand même une autre réalité aller jouer au casino qu'à être un employé. Donc, il y a cette première couche-là qui est super intéressante. Notre protagoniste qui s'en va au casino, qui veut comprendre cette obsession du jeu, mais en même temps, elle va se faire prendre à son propre jeu, parce que elle va elle-même développer une obsession sur une joueuse qui, elle, a un problème de jeu. Suivez-moi, là, OK? La protagoniste va voir une joueuse à peu près une soixantaine d'années, puis elle va être obsédée par cette personne-là, elle va vouloir se rapprocher d'elle, elle va vouloir lui parler, elle va vouloir tout savoir d'elle. Donc, elle-même, dans sa quête de comprendre l'obsession, va devenir obsédée par quelqu'un qui est obsédé par le jeu. Très intéressant comme petit carré là, de jeu. Oh mon Dieu, il faut que j'arrête, ça n'a pas de bon sens, ces jeux de mots. Un autre jeu. J'en peux plus. Donc, j'ai trouvé ça, ma foi, très intéressant. C'est écrit assez gros, il y a un bon souffle dans le roman, les chapitres sont assez courts, donc on lit, puis ça me permet de respirer, d'aérer. Moi, j'aime ça, des textes qui se lisent aussi facilement que ça. Puis, ben, il y a des petits extraits comme messages, je pense que ça doit être des courriels ou des messages textes. Et ça aussi, ça change un petit peu la forme, ça permet comme une rapidité dans le texte, ça change de la manière que c'est écrit habituellement, puis d'être dans les pensées de la protagoniste. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, ce roman-là. J'ai aimé suivre la protagoniste, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'intrigue, l'histoire, où est-ce que ça s'en allait, les sujets. J'ai beaucoup aimé tout ça. Il y a une chose qui est un mini bémol. Il y a un mini bémol, puis
un questionnement. Donc, mon mini bémol, c'est l'aspect un petit peu méta. Moi, les livres qui parlent du fait qu'ils sont en train d'écrire le dit livre, c'est pas mon procédé préféré. Donc, éventuellement, dans ce livre-là, comme elle parle à cette femme dont elle est un petit peu obsédée, puis elle lui dit qu'elle va écrire un roman sur elle et tout ça, mais comme on est en train d'écrire le roman dont elle parle, tu sais, c'est comme un petit peu un aspect méta, puis j'ai jamais trouvé que c'était tant nécessaire que ça, mais ça passe quand même bien dans ce livre-là, puis dans le contexte et tout. C'est très comme autofiction, tu sais, parfois tu te demandes où est la fiction-ish, mais tu sais, ça passe quand même bien, même si c'est pas mon procédé préféré. Mais mon questionnement, c'est la fin. En fait, je me suis pas demandé où est-ce que ça s'en allait tout au long que j'étais en train de le lire, mais la fin, j'ai pas compris. Comme j'aurais aimé quelque chose de plus dramatique, de plus, je sais pas, une plus grande chute. Je l'ai comme relu 2 fois, puis j'étais comme, je sais pas, ça me satisfait pas. Malgré tout, ça enlève rien de l'expérience de ce livre-là. Je l'ai lu hier soir, puis ce matin, puis hier soir, je me suis endormie. Je me suis endormie. Puis j'y pensais encore. J'étais comme hantée par ce livre-là. Donc, il y a quelque chose de très fort. J'ai beaucoup aimé. Puis malgré mon questionnement et le bémol, ça enlève pas la ride que j'ai eue. Donc, définitivement, une très bonne lecture. Je vous recommande si ces thématiques-là vous intéressent et vous interpellent. Puis là, bon, c'est ça. 22h49 et 12 secondes. Ça, c'est le temps qui me reste. Je vais donc lire autre chose. Qu'est-ce que je vais lire? Je pensais peut-être lire Elle de Pierre Courville parce qu'il est sorti il n'y a pas super longtemps. Donc, c'est combien de pages ce livre-là? Pas très long, encore une fois, 163 pages. Quand même un petit peu plus rempli, mais une écriture assez grosse. Je pense qu'en 1h30, je peux le lire. Voyons si je vais être plus proche de mon hypothèse du premier livre. J'avais dit moins de 2 heures, ce qui est vrai, mais c'était plus proche de 1 heure que de 2 heures. Donc, allons voir si celui-là, je peux le lire en 1h30. Il est 8 heures du soir, toujours lundi. J'ai terminé Elle de Pierre Courville. C'est son deuxième livre. J'avais lu son premier. Il avait d'ailleurs été nominé au rendez-vous du premier roman. Je me souviens pas s'il avait gagné, je suis pas sûre. Mais je sais qu'il avait été nominé parce que je l'avais lu. Donc, Elle, en fait, c'est un ouvrage où on parle de toutes les violences qui sont faites aux femmes. C'est un peu en fragments, donc c'est quand même des petits paragraphes assez courts. Ils ont tous des petits noms de chapitres, sa main, son omoplate, son utérus, sa tête, donc qui a un lien directement avec le petit fragment qu'on va lire par la suite. C'est un ouvrage assez dur, vous comprendrez. C'est un ouvrage qui résonne très fort parce que si vous êtes une femme, même si vous n'avez pas vécu toutes ces choses-là, vous savez qu'elles existent et vous savez qu'elles sont très fréquentes. Donc, ça fait vraiment mal, toutes ces situations où on est en situation de peur, où les hommes, parce que c'est majoritairement les hommes qui essayent d'avoir du pouvoir sur nous, de nous forcer à faire des choses, à nous manipuler, à mettre en place des subterfuges dans toute situation, donc dans les transports publics, les hommes qui essaient d'agripper un sein, qui essaient de nous pogner les fesses dans l'école, à la cour de récréation, puis les gens qui nous croient pas, qui ne nous soutiennent pas, au milieu médical aussi, lorsqu'on va se faire avorter, lorsqu'on veut, par exemple, se faire ligaturer les trompes, lorsqu'on veut accoucher. Toutes ces situations, tous ces hommes qui ont des commentaires dégradants, qui ont des commentaires pour avoir du contrôle sur nous, pour nous enlever une certaine part de confiance, une certaine part de pouvoir. C'est un ouvrage un peu insupportable parce que c'est un peu comme un recensement de toutes ces situations-là, tous ces événements, de toutes les façons possibles qu'on peut vivre des agressions, qu'on peut vivre de l'intimidation, qu'on peut vivre du harcèlement de la part des hommes. Et c'est comme un peu rough à lire à chaque chapitre, à continuer de lire ça. Puis il y a comme pas beaucoup de bonheur et de part
de joie dans cet ouvrage-là. C'est pas fait pour ça. Donc, je vous avouerai qu'à un certain moment, j'étais comme j'étouffe un petit peu, là. Je trouve ça vraiment rough. Puis, j'ai pas eu un parcours difficile. J'ai pas vécu toutes ces situations-là, mais je sais qu'elles existent et je sais que moi-même, en tant que femme, j'ai eu peur de ces situations-là, de marcher dans le noir avec des amis en soirée, d'être proche de certains hommes lorsqu'on est en boisson, d'avoir des rendez-vous, puis de se demander, tu sais, si la personne va essayer d'abuser de moi. C'est vraiment là des situations multiples, complexes, sociales, amoureuses, sexuelles, médicales, euh, de la vie de tous les jours où les hommes essaient et réussissent à briser notre carapace, à abuser de nous. Et il y a aussi tout l'aspect des traumas qui est bien décrit aussi, à quel point le avant et le après ces événements-là est différent. Si j'étais confiante d'arriver à mon travail une journée, puis le lendemain il se passe quelque chose, ben je serai plus aussi confiante, je vais avoir peur, je vais regarder partout, je vais être nerveuse. Donc ça prend qu'un seul événement, puis ça modifie vraiment rapidement les comportements d'une personne et ça a des impacts à long terme. C'est pas juste comme une affaire de quelques jours, c'est une histoire de vie avec laquelle on essaie de se libérer de nos peurs et de nos traumas. Donc c'est vraiment c'est très bouleversant là, tout ce qui se passe et tout ce que les femmes vivent comme pression et à quel point les hommes n'ont pas à vivre ça. Et il y a aussi tout l'aspect des hommes silencieux, des hommes qui voient d'autres hommes abuser, des femmes et ne rien dire, ne rien faire. On retourne un petit peu au Boys Club de Martine Delvaux. Et aussi des femmes qui ne peuvent, elles non plus, rien dire parce qu'elles ont peur elles-mêmes d'être la prochaine victime de cette personne-là. Et même parfois, lorsqu'il y a plusieurs femmes ensemble, c'est pas souvent assez pour qu'un homme ne le fasse pas, ait peur, sont souvent très confiants de s'attaquer à plusieurs femmes en même temps. C'est un ouvrage bouleversant. J'en parle, là, puis j'ai des frissons sur le corps. Pierre Courville, elle écrit super bien, ça se lit vraiment rapidement. Les fragments sont rapides, sont concis, sont efficaces, sont fluides. Les titres, ils ont vraiment un lien avec le chapitre qui vient. On lit ça, puis on a froid dans le dos, surtout si on est femme, on sait que c'est du vécu, ça résonne très fort, ça se lit super rapidement. Et j'ai remarqué que les personnages, les femmes, n'ont pas souvent de nom, parce que je pense que ça veut aussi se dire que c'est un peu interchangeable, c'est un peu tout le monde et personne qui vit ça, tu sais. C'est tout le monde qui est dans la même situation, c'est pas une personne précise. Puis j'ai cru comprendre qu'il y a peut-être des personnages qui revenaient ou en tout cas, je peux pas croire que c'est toute la même personne qui a vécu toutes ces choses-là. Mon Dieu, ça serait horrible comme vie. Mais il y a quand même des petits liens entre les fragments. Ça m'a pas dérangé. On dirait qu'à chaque fragment, je me disais juste que c'était comme une nouvelle histoire, mais il y avait quand même le lien entre toutes ces histoires-là, tous ces fragments que on est dans les violences faites aux femmes, donc ça me dérangeait pas nécessairement, puis l'écriture est la même, puis il n'y avait pas de remettre en contexte trop longtemps, donc ça allait droit au but, puis c'était vraiment correct, vraiment très bien fait, j'ai lu ça très très rapidement. Donc, en termes de statistiques, j'étais pas loin de la vérité. C'est un ouvrage de 163 pages, mais beaucoup plus rempli là, que Machina, dont je vous ai montré les pages il y a quelques minutes pour vous. Ça m'a pris 1h36 pour le lire. Donc, j'étais autour de ça, 1h30, c'est ça je croyais. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais le caractère complexe de ces livres-là, je dois vous dire que ça pogne. Je le recommande fortement, mais attention, cœur sensible, tonne de trigger warning, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez lu des livres comme Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour ok. Si vous avez lu Porter plainte aussi de Léa Clermont-Dion, que j'ai lu récemment, on est tous dans ces mêmes eaux-là là, de toute la violence faite aux femmes. Donc, ça va comme de pair avec ce que j'ai lu précédemment, mais en même temps, on dirait que là, je vous avouerais que j'ai comme besoin de changer un petit peu d'air parce que c'était vraiment rough, c'était vraiment bon, mais en même temps, je peux pas dire que c'est un bon livre. C'est dur, tu sais. J'étais en train de remplir ma charte d'Excel, puis ça dit comme enjoyment, puis j'étais comme, je sais pas comment noter
le fait d'avoir apprécié un livre qui fait aussi mal, c'est comme vraiment troublant un petit peu. J'en suis donc actuellement, il me reste 21h13. C'est là que j'en suis. Là, comme je vous disais, j'avais comme besoin d'une petite pause. C'était comme nécessaire. Je pense pas que le livre va être nécessairement plus joyeux, mais je pense qu'on va aller ailleurs. Puis ça va me faire un petit peu du bien des violences faites aux femmes. Donc, j'ai décidé d'y aller avec Mourir de Whitney Saint-Onge B, qui est quand même un ouvrage de jeunesse. Mais tu sais, la protagoniste, elle a 9 ans. Donc, tu sais, jeunesse. C'est sûr que, bon, elle a une tumeur, puis que il va y avoir des cadavres partout, mais on va pas être dans les mêmes zones, dans le vrai, qui me fait mal. En termes de pages, c'est quand même une pas pire page, une pas pire bricasse de 373 pages, écrit, je sais pas si je dirais gros, là, écrit somme toute pas minuscule. Est-ce que j'irais à dire que ça me prendrait 4 heures pour ce livre-là? Ça me semble beaucoup, considérant les 2 autres livres que je viens de lire, puis qu'il y avait quand même plus de nombre de pages, tu sais, c'est pas équivalent. Mais en même temps, 3h30, 4 heures que je pourrais dire pour cet ouvrage-là, donc je vais être là-dessus au moins demain, puis peut-être une partie d'après-demain. OK! Hier soir, le mardi, vers 9h30, j'ai terminé Mourir de Whitney Saint-Onge B, un livre de 373 pages. Ça m'a pris 4h12 le lire, donc un petit peu plus lent que pour les autres ouvrages. C'est quand même bien rempli. Pas si jeunesse que ça finalement, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, avec tout ça, il me reste seulement 17 heures à lire. J'ai lu 7 heures. Pas pire, ça avance bien. Et j'ai fait un bon choix d'y aller pour une brique parce que lorsque ça va trop vite, on dirait que le temps avance pas. Tu sais, c'est comme des heures à la fois. Là. Bon, 4 heures, ça fait que j'ai une bonne avance. Ça semble avancer et le 24 heures semble possible et non juste comme une multitude de petits livres. Donc, je vais continuer avec ça. Après, je vous en reparle. Donc, Mourir de Whitney Saint-Onge B, pourquoi j'ai lu ce livre-là, pourquoi je l'ai acheté? J'avais lu Whitney Saint-Onge B, coécrit avec Stéphanie Sylvain. Elle avait écrit Déviance, un livre de science-fiction que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'avais envie de les relire individuellement. C'est pour ça que j'avais trouvé celui-là. Je pense que à l'époque, je sais pas, c'est publié en 2021. Elle a quand même pas énormément d'ouvrages individuels, si je me trompe pas, en roman. Mourir, je vous avais déjà parlé du résumé. On va suivre Marine qui a 9 ans, qui a une tumeur au cerveau qui ne peut être opérée. Elle va mourir imminemment dans les prochains mois, si ce n'est que dans les prochaines semaines. Donc, Marine, elle, son plus grand désir, c'est de mourir comme elle le désire, pas dans un hôpital où tout le monde se meurt, mais au Japon, elle a une fascination, elle adore les histoires nippones, les légendes nippones, elle aime beaucoup le Japon, donc elle veut mourir là-bas d'une façon assez particulière. Ça, c'est une partie. Moi, je sais pas, j'avais mal compris certaines choses. Je pensais que les éditions Corbeau, ben pas les éditions, mais la collection Corbeau de la maison d'édition ADA, c'était quand même jeunesse. Puis là, protagoniste de 9 ans, je me disais, bon, tu sais, ça va être un petit peu de l'horreur, avec peut-être un thriller, parce que, tu sais, ça dit qu'il y a un monstre qui fait des dizaines de mutilés, des centaines de cadavres. Donc, je me disais, bon, il va y avoir peut-être une intrigue, il y a quelque chose qui va avoir lien avec ça. Tu sais, je savais que ça allait pas être hop la vie, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi glauque, horrifique, sanglant. Trigger warning de tout ce que vous pouvez imaginer. Viol, pédophilie, abus, négligence, violence physique, psychologique, de toutes sortes. Il y a du sang qui gicle de A à Z dans cet ouvrage-là. J'ai terminé Elle de Pierre Courville en vous disant, bon, ben, j'aurais besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger, genre, un petit peu, on va changer de tal. Le premier chapitre, j'étais de même, tout le long. Oh mon Dieu, tout le livre, j'étais comme, il y avait tout le temps de la violence, des trucs arrachés, des trucs coupés. J'étais pas prête. Tu sais, si vous aimez les contes interdits, publiés par ADA, ça va être bon pour vous. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez le glauque, le sang,
Ça va être pour vous. Mais j'étais pas là. Je pensais pas que je m'en allais là-dedans. Je sais, c'est marqué mourir, puis c'est une tache de sang, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus soft et ce ne l'était pas du tout. C'est une des choses les plus glauques, sanglantes que j'ai lues de ma vie. Outre ça, j'ai quand même beaucoup aimé, je trouve que la plume de Whitney Saint-Onge-Bee, elle est super fluide, les personnages sont intrigants, il y en a quand même plusieurs, là on suit Marine dans le résumé, mais il y a Kyoko aussi qui prend beaucoup d'importance, il y a Alexandre, et puis tu sais, on change quand même plusieurs fois de petits points de vue pour des personnages secondaires, tertiaires qui doivent apporter quelque chose à l'histoire. Donc on n'est pas uniquement avec Marine, et c'est entre autres pourquoi, comme c'est pas jeunesse, cet ouvrage-là, j'oserais même pas dire que c'est young adult, jeune adulte, j'oserais dire que c'est de l'adulte, parce que ça n'a pas de bon sens comment c'est violent. Mais les personnages, on les aime, on les déteste, ils sont pleins de nuances, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre raison d'agir d'une telle manière. Donc, je trouve ça intéressant, on va comprendre le background, l'historique de certains personnages au fur et à mesure de l'histoire. C'est super bien construit. Il y a le fil avec Marine, donc, tu sais, est-ce qu'elle va réussir à mourir de la façon qu'elle le désire? Mais il y a aussi le fil avec Alexandre, qui est un petit peu mystérieux, et je vous dirais que ça, c'est un mini bémol parce que je trouve que la fin n'est pas satisfaisante. Je suis souvent comme ça avec les ouvrages d'horreur parce qu'il y a comme du fantastique au travers de l'horreur, puis il y a des choses inexpliquées. Et ça m'embête un peu mon esprit rationnel. Comme Alexandre, on n'est pas allé au bout de tout ça, on n'est pas allé au bout de Macha et d'Alexandre, et je veux savoir pourquoi. Fait que tu sais, comme, y a-tu un deuxième tome qui est prévu avec ça? Je pense pas, ça dit pas premier tome, mais j'aurais aimé avoir davantage de réponses. Il y a beaucoup de choses qui se sont terminées, mais on dirait qu'il y a encore beaucoup de trucs en suspens, puis j'aurais aimé que tout soit conclu et ce ne l'est pas. Donc, comme l'histoire de Marine est satisfaisante, je trouve que comme il y a eu une bonne ligne directrice, un bon souffle, j'ai tourné les pages malgré tout vraiment rapidement, même s'il y a des pages, puis beaucoup de moments que j'étais comme « Ah, c'est dur à lire! » J'ai pas lu en diagonale malgré tout, mais ça a peut-être contribué au fait que j'ai lu moins vite que les autres ouvrages parce que c'était ma foi comme rough à lire. Fait que, tu sais, je prenais pas mon temps, mais j'étais comme ça me brûle les yeux, ça me fait mal à l'âme. Donc, oui, un gros plus pour l'histoire, un gros plus pour les personnages, l'ambiance top notch, c'était dégueulasse, c'était ça qui était prévu. C'est intéressant aussi de rentrer dans la culture japonaise, les légendes nippones. Je connais absolument rien de ça, donc j'ai eu un petit aperçu. Elle semble vraiment bien connaître son sujet, donc je me suis sentie immergée. J'ai un peu compris aussi, j'ai découvert avec la protagoniste toutes ces histoires-là, ces légendes-là, puis qu'est-ce que ça lui fait à elle. Donc voilà, c'était une lecture très difficile auquel je ne m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit rough comme ça. Moi qui voulais quelque chose de plus léger. Au final, je suis contente de l'avoir lu. Si vous voulez lire cet ouvrage-là, sachez que le bon public, c'est ceux qui aiment le sang. Que ça soit sanglant, que ça revole de partout. Donc voilà. Somme toute comme une bonne appréciation de cette lecture-là, mais beaucoup de trucs auxquels je ne m'attendais pas. Donc là, on va continuer avec des grosses lectures parce que ça m'aide à avancer le temps. Je pense que je vais y aller avec grosse lecture. J'ai pas de gros pavés de 500 pages à part Outlander, mais je suis pas sûre que ça me tente de rentrer ça là-dedans. Donc, je vais y aller avec Exa. Quand même une écriture moyenne, je dirais quand même semi-grosse. J'essaie de noter des écritures. Il faudrait que j'aille la grosseur, là, puis selon Word, il y a 314 pages à peu près. Est-ce que je dis que je vais lire proche d'une centaine de pages l'heure? On pourrait peut-être dire que je vais y aller autour de 3h30. Là, le dernier ouvrage, j'avais dit entre 3h30 et 4h, mais ça m'a pris plus de temps, 4h12. Donc, je vais y aller pour 3h30, 3h45 pour cet ouvrage-là. Donc voilà pour Gabrielle Filto-Shiba avec Exa, un livre dont on m'a parlé au Salon du Livre de Montréal. J'ai entendu de très bons commentaires, donc je me lance là-dedans. OK, on est jeudi soir, le 7 mars. J'ai terminé Exa de Gabrielle Filto-Shiba. Ça m'a pris 4 heures, 2 minutes.
pour 314 pages. Donc là, je dois vous parler de ça et je dois vous parler d'autres choses après qui se sont passées au travers de mon expérience de 24 heures chronométrées à lire des livres. Un exemple, Gabriel Filto-Shiba, en date d'aujourd'hui, je pense fortement que ça va se rendre dans mes coups de cœur, mes top 10 de l'année. Ça a été une méga grosse lecture. De quoi ça parle, ce livre-là? On est dans une dystopie futuriste, donc c'est un ouvrage de science-fiction québécois. Gabrielle Filto-Shiba est connue pour écrire des trucs engagés sur l'environnement, sur la nature. Elle a une écriture quand même assez descriptive et atmosphérique. On voit qu'elle sait de quoi elle parle. Elle écrit la nature, on voit que c'est important pour elle, ça prend beaucoup de place dans ses romans. Donc, dans ce livre-là, on est dans une cité qui est contrôlée par les autorités, donc c'est très restreint, on est coupé du monde extérieur, les femmes n'ont pas le droit d'enfanter de manière naturelle, il y a une section où les femmes sont lorsqu'elles enfantent, puis ce ne sont pas nécessairement elles qui vont avoir ces enfants-là. Tout le monde est très surveillé s'il y a tentative de rébellion, il faut être dans le cadre, il faut avoir l'air de telle chose, et s'il y a des manquements, ben on est fortement réprimandé, fortement puni, on perd des rations alimentaires, on perd des droits, des libertés, donc il faut rester dans le cadre et être un bon citoyen dans cette cité-là. On va suivre Thalie, qui habite avec ses deux parents, Sandrine et Gabriel. Sandrine, c'est une nomade, c'est une femme libre qui part 8 mois par année à l'extérieur des murs de la cité, dans le nord. C'est correct, là, ça a été permis, c'est un programme qui est fait comme ça. Et donc, elle s'en va planter des arbres pour reboiser certains endroits qui ont été complètement desséchés, calcinés. Là, la terre se meurt. Là, vous comprendrez que ça va très très mal. Puis, bon, c'est pour ça que la cité, ils ont fait des règles aussi restreintes, c'est pour s'assurer qu'il y a assez de nourriture et tout ça pour tout le monde. Mais le reste de la planète se meurt. Puis on dit que le reste de la planète, là, s'il y en a, ce sont des sauvages, les animaux sont les plus dangereux que vous avez vus de votre vie. Donc c'est ça, Sandrine, elle a comme les deux mondes. Elle vit avec sa petite famille dans la cité pendant quelques mois par année, puis le reste du temps, elle est partie dans le nord reboiser. Et c'est comme sa deuxième famille, mais elle n'a pas vraiment le droit d'en parler parce que, bon, c'est semi-bien vu. Gabriel, lui, c'est un gars qui est bien rangé, qui a un poste important, qui fait sa petite chose. Forcément, il doit avoir quelque chose qui les relie, mais ils ont l'air d'être comme deux pôles opposés. Et puis, Thalie, c'est leur fille. Donc, on va suivre dans la première partie Thalie. Elle va avoir une opportunité, puis on va découvrir qu'est-ce qui va se passer avec ça. En deuxième partie, on va suivre Sandrine. Ça a été la partie que j'ai préférée parce qu'on va comprendre plusieurs choses qui avaient été survolées dans la première. Donc là, on va avoir une deuxième perspective très différente et importante. J'ai beaucoup aimé ce deuxième, ben, c'est pas une chapitre, cette deuxième section. Puis ben, par la suite, on finit tout ça, là, cette histoire-là. J'ai tellement aimé ce livre-là. Je vous avouerai que le seul mini bémol, puis je lui pardonne entièrement parce que ce sont mes préférences, c'est que c'est un petit peu trop descriptif pour mes préférences personnelles. Mais ça fait son charme. D'un autre côté, on est vraiment comme campé, on entend les oiseaux, on sent la terre, comme c'est super sensoriel comme écriture. Puis c'est pas trop long non plus, tu sais, elle s'étend pas éternellement, mais je vous avouerai que lorsqu'on était dans l'action, je préférais ça que lorsqu'on était comme dans vivre la beauté de la nature. C'est moins dans mes cordes. Mais c'est la seule mini-chose, puis ça a comme vraiment pas empêché d'aimer cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé tous les personnages, j'étais super investie. Il se passe quelque chose comme à la fin de la première section, puis j'avais comme le cœur qui m'a arrêté. Puis à la fin du livre, j'avais le cœur qui pompait parce que, mon Dieu, fallait tellement que ça se déroule
la manière que je voulais que ça se déroule, puis sinon, j'étais prête à pleurer puis à me vider de mes larmes, tel un torrent qui ne peut se consoler, un saule inconsolable. J'étais prête comme une ou l'autre, il fallait que ça soit comme super satisfaisant où j'allais m'écraser et pleurer toutes les larmes de ma vie. Donc, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi, donc Thalie va avoir cette opportunité-là, puis on va la suivre, elle va la prendre, et on va donc découvrir cet autre univers très différent de ce qu'elle vit à la cité. Elle va découvrir les femmes du Nord avec sa mère et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a quand même plusieurs petites choses qui se passent au fur et à mesure qu'on la suit. C'est magnifique. Donc, je peux comprendre que le début est un petit peu lent, mais je ne l'ai pas nécessairement senti comme ça, là, moi, au travers des histoires. Je trouve que les pages se tournaient vraiment rapidement. Il y avait tout le temps quelque chose qui me donnait envie de tourner les pages. Puis, avec l'événement de la première section, même si l'action retombe un petit peu au début de la deuxième section, ben j'avais encore ce qui s'était passé dans la première, puis on n'avait pas les réponses, fait que je voulais tourner les pages pour comme avoir le dénouement de tout ça, là, fallait que je le sache. Donc, c'est vraiment bien construit, bien ficelé. C'est tellement bien écrit, l'atmosphère, l'ambiance, le plaisir de lire, puis tous les sujets qui sont abordés dans ce livre-là. On parle d'environnement, on parle de liberté, on parle de la place des femmes, on parle de la nature, on parle à quel point c'est important de respecter la nature, de l'utiliser à bon escient, de la laisser respirer, de prendre soin de notre terre. Puis on voit de l'autre côté aussi l'autre manière qu'ils ont eu d'utiliser la technologie, les ressources qu'ils ont, le contrôle, à quel point c'est problématique. Puis oui, ça donne un sentiment de sécurité, mais au fond, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui sont non dites. Il y a personne qui est vraiment heureux dans cette situation-là. Donc, il y a tellement de sujets importants, intelligents, intéressants, pertinents dans cet ouvrage-là. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Je sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ce livre-là. Pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que ça a été une méga grosse lecture. Donc, il me reste 13 heures à lire, 12h59 minutes. Et là, j'ai un dilemme. J'ai un gros dilemme parce que je me suis rendu compte que les 4 romans que j'ai lus jusqu'à maintenant sont des romans avec un titre d'un seul mot. Et ça a été 4 bonnes lectures. Et là, lorsque j'ai réalisé ça, je me suis dit, oh my god, comme, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut que je continue dans cette lignée-là? Puis je me suis mise à regarder qu'est-ce que j'ai, puis j'ai pas tant que ça d'ouvrages avec des titres d'un seul mot intéressants, tu sais, qui pourraient, là, continuer, puis avec autour de 300 pages, tu sais, ça me fait à peu près 4 heures à lire là, 300 pages. Donc, ça, c'est une bonne manière d'y aller, là, au lieu de comme 1 heure à la fois, puis de vous faire des updates si souvent. Là, j'ai Sanak, un titre d'un seul mot, que je pourrais lire, qui est 350 pages. C'était pas prévu, mais ça fait un bout que je veux le lire, donc j'y pense. J'ai peur de briser cette strike-là, j'ai peur, c'est niaiseux, là, parce que j'ai d'autres trucs aussi gros que je pourrais lire, là. Les autres, je vais les garder pour le reste du mois. 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. J'avais lu Les Cerfs-Volants de Kaboul. Le Cerf-Volant de Kaboul? Les Cerfs-Volants de Kaboul. Puis, je suis pas mal certaine que ça pourrait me renverser, mais 1000 soleils splendides, 3 mots. Sinon, ben, il y a celui-là aussi qui est quand même un bon 350 pages, 400, ouais, 350, la version qui n'intéresse personne. Ça fit pour la grosseur, mais beaucoup trop de mots. Est-ce que j'y vais là-dedans, là? Puis il y a celui-là aussi que José m'avait suggéré, qui, en lisant le résumé, je savais que j'allais être bouleversée. Il est juste que les forts soient frappés. Là, sinon, il y a la possibilité de faire moitié-moitié. Je pourrais continuer avec Sanak. Ça va me prendre à peu près 4 heures. Puis là, je vais être rendue de l'autre côté. Je vais avoir passé la moitié. Je vais être rendue à moins de 12 heures à lire. Puis là, peut-être que je pourrais lire mes autres livres, parce qu'à la deuxième moitié, je pourrais lire des livres avec plus qu'un mot dans le titre. C'est tellement niaiseux à quel point ça me vient me chercher, là. Fait qu'en tout cas, je vais peut-être faire ça. Ouais, c'est pas satisfaisant. Je sais pas quoi faire. Je vais aller penser, parler à moi-même, puis vous verrez dans le prochain clip qu'est-ce que j'ai décidé de faire.
Dimanche soir, j'ai terminé la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, ouvrage que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal 2023, le seul et unique roman qui était planifié que j'allais acheter à ce moment-là. Donc, il est dédicacé, j'avais aussi planifié tout ça. Voilà! Donc, cet ouvrage, ce petit roman a un nombre de pages de 359 pages. Je l'ai lu en 4h30 minutes. Donc, pour continuer mon défi, il me reste donc 8h29 minutes à lire pour terminer ce défi-là. Là, si vous êtes un peu piqué, vous remarquerez que c'est pas le cercle du 24 heures. Par accident, un moment donné, j'ai touché à mon chronomètre, puis ça l'a effacé, mais je savais où est-ce que j'étais rendue. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis, c'est vraiment angoissant. Donc, avant de vous parler de la version qui n'intéresse personne, je veux juste faire un petit aparté parce que j'ai oublié de vous dire sur Exa. Je voulais vous mentionner que je trouve que c'est pas une dystopie normale américaine où on suit les protagonistes oppressés à l'intérieur de la ville et qu'ils essaient de s'échapper et d'élaborer des plans pour se rebeller. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux malgré tout parce qu'on va suivre la mère pendant un bon moment. Puis elle est déjà à l'extérieur de la ville, donc on va voir à quel point c'est merveilleux de ce côté-là. On ne passera pas tant de temps que ça dans la cité à voir les règles, les restrictions, les conséquences, les punitions. On va être vraiment plus dans le côté liberté. Donc, on va être vraiment plus dans la nature, dans la liberté avec la maman. Mais bon, c'est quand même une dystopie parce que foncièrement, ben, c'est ça, comme ça que le monde est construit. Et je voulais faire un petit lien entre les deux parce que, ça aussi j'ai oublié de vous en parler, à l'intérieur de ce livre-là, il y a mention du livre Into the Wild de John Cracker que j'ai lu, ma foi, avant même ma chaîne et il y a aussi mention de ce livre-là à l'intérieur de celui-là ici. C'est un ouvrage que j'avais beaucoup aimé, inspiré de la vie de quelqu'un qui a vraiment existé. Et si vous ne l'avez jamais lu puis vous aimez un petit peu les histoires basées sur des vraies personnes ou des vraies histoires avec des faits réels, j'ai trouvé ce roman-là super intéressant puis super bouleversant parce que on va suivre un homme qui a tout, qui réussit, qui a de l'argent, qui a une famille qui l'entoure et tout ça. Puis, ça sera pas suffisant pour être heureux. Donc, il va comme tout laisser en plan, il va partir sur la route into the wild à la recherche de son bonheur intérieur. Puis c'est comme un petit peu déstabilisant de réaliser que malgré qu'il avait tout, ben ça le rendait quand même pas plus heureux. Donc, en tout cas, petite réflexion si vous avez envie de découvrir Into the Wild. La version qui n'intéresse personne, c'est un ouvrage qui a eu vraiment de très très bonnes critiques. C'est la raison pourquoi je voulais l'acheter et que je voulais le lire. On va suivre Sacha, qui est né dans une famille très dysfonctionnelle, pas adéquate du tout. Et même chose pour son grand ami d'enfance, Tom. Donc, ils ont comme ensemble créé leur petite found family, leur famille trouvée, leur famille créée. Ensemble, ils étaient comme des buddies, puis ils ont traversé les années, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et se sont rendus au Yukon. Ce sont deux anarchistes, deux personnes qui ne fitent pas trop avec la société, qui veulent être libres, qui habitent pas nécessairement dans une maison, d'une certaine manière qui sont satisfaits du strict minimum. Ça va quand même bien se passer, ils vont trouver des amis là-bas, ils vont se faire une petite famille, jusqu'à temps que ben Tom décide de faire des avances à Sacha, alors que ça a toujours été très très clair entre eux que ce sont des amis. Puis ben Sacha va repousser ses attentes, va repousser ses tentatives de séduction, ne va pas accepter cette tentative d'être un couple, donc va être comme ben non, ça n'a pas de bon sens, non, on est des amis, puis on a toujours été des amis, puis moi je veux qu'on reste des amis, on est libre dans notre sexualité, puis tout ça, mais comme on est des amis, et ça ne fera pas le plaisir de Tom du tout. Il va se mettre à faire passer des grandes rumeurs, des rumeurs horribles sur elle, puis ben, à ce moment-là, lui
il va être beaucoup plus populaire, il va sortir beaucoup. Elle va commencer à s'isoler, va boire moins, va consommer moins parce qu'ils sont dans ce genre de vie-là, là, très stone constamment ou sous, tu sais, très peu là, dans le moment présent. Donc, c'est ça. Puis, ben, la version qui n'intéresse personne, c'est que malgré tout, ben, même si Tom a des comportements problématiques, ben, il y a personne qui va être intéressé à la version de Sacha, il y a personne qui va la croire, il y a personne qui va lui donner une petite parcelle de bénéfice du doute. Donc, ça va être très difficile pour elle. Puis là, il y a la pandémie qui va arriver, puis bon, Dieu seul sait qu'on a été seuls dans nos maisons pendant cette période-là. Donc, je vous dirais que c'est pas un roman facile à lire, mais j'avais définitivement envie de le découvrir. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman-là? Je dois vous dire que l'autrice sait écrire en tabarnouche parce que pendant vraiment longtemps dans le livre, on lit le quotidien, le day-to-day, les petites choses qui se passent à chaque jour et c'est pas ennuyant. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'écrire ça, puis que t'aies envie de tourner les pages, puis que comme ça soit malgré tout intéressant. Donc, elle a définitivement une plume et quelque chose parce que ça aurait pu être facilement barbant. J'aurais pu vouloir arrêter ça vraiment vite lorsqu'il se passe comme rien, sauf comme leur petite journée, aller au travail, être ensemble, des petits moments comiques et tout ça. C'est quelque chose pour que ça fonctionne autant que ça l'a fonctionné. Deuxième chose, ben c'est sûr que le premier chapitre, ça nous dit exactement un peu la fin, puis après ça, on retourne dans le passé pour voir l'évolution de ce qui s'est passé. Donc, ça reste en tête, on tourne les pages, on retourne dans le passé, puis on comprend, puis on veut comme avancer pour comprendre, puis découvrir comment éventuellement il y a eu cette déchéance-là, puis comment tout s'est effondré. Et autre chose super intéressante, super bien faite aussi, entre autres grâce à l'écriture, c'est tout le building de cette histoire-là. On découvre nos deux amis, Tom et Sacha, puis bon, on va les voir être un petit peu mal dans leur peau, mal dans leur famille, partir de la maison, puis se chercher, arriver au Yukon, construire une famille, des amis, tout ça. Donc on va vivre tout ce long fleuve quand même assez tranquille malgré tout. Et lorsqu'on va arriver au point de rupture, ben ça va faire mal. Donc c'est vraiment bien construit cette histoire-là. On embarque, puis rendu là, ça a l'effet escompté. Ça fait mal en chien, puis on ressent tout ce que Sacha a ressenti. On comprend pas nous autres non plus pourquoi il y a personne qui prend le temps de la croire, pourquoi ils agissent comme ça tout d'un coup. Donc ça a vraiment l'effet escompté, ça fait super mal. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé du chien. Et oui, effectivement, c'est très triggering. Là. Si vous avez un amour pour les animaux, il y a une louve qui va faire partie de la vie de Sacha et de Tom. Puis Tom, il n'est pas vraiment très bon à s'occuper de ce chien-là. Puis lorsque la déchéance va arriver, le chien va être un objet de conflit, puis ils vont toujours vouloir essayer de l'enlever à Sacha. Et je vous dirais que c'est difficile. C'est vraiment très difficile de voir un animal souffrir au travers de cette rupture amicale-là. Donc, autant que des enfants qui sont barouettés, mais là, on a un animal qui comprend pas non plus, qui est victime des humains qui sont caves. Donc, ouais, ça, c'est triggering. Là. Moi qui aime beaucoup les animaux, là, parfois même, ça fait plus mal de lire des trucs de même sur des animaux que sur des humains. Donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Je trouve qu'elle mérite toute la hype autour de ce roman-là. J'ai tout aimé. J'ai trouvé que ça fonctionnait. J'ai trouvé que c'était puissant, que c'était poignant. C'est un autre roman que tu dis comment je peux mettre une note d'appréciation ou d'enjoyment alors que comme j'ai voulu m'arracher les tripes tout au long que je le lisais. Encore une fois, on parle des hommes qui détruisent les femmes, puis tu sais, ils étaient tellement fiers d'être anarchistes, ils étaient tellement fiers d'être libres dans leur sexualité, d'être hors normes, mais finalement, quand même, c'est arrivé, il s'est passé rien, mais comme il y a eu un déclic, Tom il a décidé que ça ne tentait plus, que ça ne tentait d'être avec Sacha, puis non n'était pas une bonne réponse, puis il a tout fait pour la détruire, encore une fois, peu importe, les hommes sont de la merde. Les dernières lectures que j'ai lues, là, franchement, c'est vraiment pas glorieux, mais c'est pas une réputation gratuite qu'ils ont, là. Ça sent le vécu, là. Ça sent le vécu. Donc, bon, il me reste 8h30
À peu près, j'ai besoin d'une autre bonne bricasse pour passer les 8 heures qui restent. Donc, j'ai décidé d'aller avec 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, mon deuxième ouvrage de cet auteur-là. C'est drôle parce que c'était toutes des autrices jusqu'à maintenant, mais bon, c'est une belle petite brique que j'ai ici que j'ai finalement achetée pour me forcer à lire. Il y a un total de 412 pages. Donc, on devrait être proche là, du 5 heures selon moi pour lire cette belle petite beauté. Puis après ça, on va essayer de wrapper mon 24 heures avec une ou deux lectures pour les genres de 3 heures qu'il va me rester. Donc, on se reparle rendu là. J'ai lu 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Par contre, je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo-là qu'elle était déjà très longue. Donc, les prochains ouvrages qui font partie de mon 24 heures lecture, je vais vous faire leur critique dans mon update du mois de mars. Par contre, je peux vous parler de stats et vous dire ce que j'en ai pensé super brièvement. Donc, 1000 soleils splendides allait vraiment très bien avec toutes les autres lectures que j'avais faites préalablement parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un auteur que j'avais lu préalablement avec Les Cerfs-volants de Kaboul et je n'ai pas du tout été déçue. Donc, en termes de statistiques, avec ce livre-là, qui est d'une grosseur de 411 pages, ça m'a pris 5 heures et 1 minute le lire, ce qui faisait en sorte qu'à la fin de la lecture de ce livre-là, il ne me restait que 2h58 à lire. Donc, j'y suis allée avec un livre rendu là, je savais plus trop si ça allait être mon dernier ou non. J'ai choisi un livre que j'avais acheté pour le 12 août de l'année passée, là, 2023, pour que demain s'empare de nous de Julie Bossman. C'était un livre qui avait été suggéré par ma libraire chez Bouquinard, puis on avait croisé Karine Minier de la chaîne Mon Coin Lecture et moi, Julie Bossman, justement au Salon du Livre de Montréal, lorsqu'on était allé jaser avec la dame qui fait la promotion de l'EMEAC, l'agente de promotion, en tout cas les gens de l'EMEAC, et puis ben c'est ça, moi je n'avais pas pris en service de presse parce que je l'avais déjà. Donc, c'est celui-là que j'ai lu par la suite pour espérer terminer mon 24 heures lecture. C'est un livre qui contient 209 pages. Il m'a pris 2h42 minutes à lire. Et à la fin de ce décompte, à la fin de ce roman-là, il ne me restait que 16 minutes de lecture. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un tout petit livre en espérant que ça serait assez, mais tu sais, 16 minutes, à part genre un petit recueil de poésie, ce que je n'avais pas en ma possession, ben j'ai décidé d'y aller avec Phénomène naturel de Vincent Fortier, que j'ai acheté là, au Salon du livre de l'Outaouais en 2024. J'avais eu une belle discussion avec la fondatrice de la maison Hashtag et c'est un roman de 99 pages, donc je me disais, bon, ça va me prendre plus que 16 minutes à le lire, mais bon, je vais pouvoir bien embarquer là-dedans, puis ça sera pas trop long à terminer par la suite. Donc, j'ai lu 37 pages et mon 24 heures lecture, c'est terminé. Donc, comme je vous disais, les critiques et résumés des 3 derniers ouvrages seront la semaine prochaine, non, dans 2 semaines sur ma chaîne, soit lorsque je vais faire mon update lecture du mois de mars pour vous présenter ces avis-là, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans cette vidéo-là, puis je voulais faire une petite partie de conclusion, et c'est là qu'on va aller. Donc, je voulais faire un petit peu de stats, je vais vous créer un petit visuel ici, avec le nombre de pages de chaque roman que j'ai lu, la durée que ça m'a pris et le nombre de pages par minute pour chaque roman. Donc, si je fais une petite moyenne, je vous dirais que les plus gros ouvrages ont à peu près une moyenne de 1,30 pages par minute. Donc, je pense que ça l'équivaut pas mal à mon rythme de lecture parce que c'est ça, les plus gros ouvrages, ben c'est autour de ce nombre-là que je suis arrivée à chaque fois. J'ai lu un total de 7 livres en 24 heures, puis ben j'ai entamé un 8e ouvrage. Et parlons un petit peu conclusion. Parce que j'ai trouvé que
c'était vraiment différent de toute autre expérience que j'ai faite ou de concept que j'ai fait préalablement. Premièrement, au niveau mental, le fait de peser play à toutes les fois que tu lis, puis de peser pause à toutes les fois que tu arrêtes, ça change quelque chose, je trouve, et ça m'a vraiment forcé à lire des gros livres parce que sinon, ça me faisait faire des updates tout le temps, puis je voyais comme 1 heure à la fois passer, puis j'étais comme non, ça fonctionnera pas. Donc, je trouve que ce concept-là favorise les grosses briques, et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut que le temps s'écoule et non terminer le livre. Donc, ça change la mentalité par rapport à ça. Ça m'a aussi fait prendre conscience du nombre de temps que je peux lire dans une semaine. C'est sûr que j'ai commencé dans la semaine de mars, puis ben après, je suis retournée au travail, hein. Donc ça, c'est deux comparatifs aux opposés lorsque, tu sais, j'ai beaucoup de temps à lire, puis lorsque j'en ai vraiment pas. Donc, tu sais, pendant la semaine de mars, malgré tout, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que lorsqu'il y avait une journée que je lisais comme presque 3, peut-être proche de 4 heures, ben la journée d'après, j'avais pas envie de lire autant. Donc, tu sais, ça démontre à quel point je suis pas quelqu'un d'obsessive. Parfois, je fais quelque chose beaucoup, mais je fais pas cette chose-là beaucoup tout le temps. Donc, tu sais, il y a vraiment eu des ups, il y a eu des downs, il y a des journées que j'ai plus lu, puis il y a des journées que j'avais comme juste pas envie de lire parce que j'avais lu beaucoup la veille. Et lorsque je suis retournée au travail, ben là, définitivement, mon nombre de lectures, ma quantité de temps que je lis dans une journée a diminué drastiquement. Je vous dirais que ça, j'ai toujours su que ça m'arrive parfois là, de ne pas lire une soirée. En moyenne, autour de 20 minutes, 20-30 minutes, les soirées que j'ai lues 1 heure, c'était de très bonnes soirées. Donc, c'est sûr que même si j'avais lu à peu près, je pense, 15 heures avant que la semaine de mars soit terminée, ben les dernières heures, là, ça m'a pris 2 semaines pour les terminer, incluant là, un road trip à Kingston où que j'ai lu à peu près 3 heures sur 4. Donc, définitivement, avec la vie de famille, le travail et tout ça, je lis beaucoup moins dans une semaine que je lisais. Ça fait une différence lorsqu'on travaille, lorsqu'on travaille pas. Ça a été une expérience super positive parce que là, vous n'avez pas nécessairement tous les avis, mais je vous dirais que ça a été le meilleur mois de lecture au niveau des notes, au niveau de mon appréciation des romans que j'ai lus depuis je ne sais pas quand. Juste ce palmarès-là, ça pourrait être un top 10, ça pourrait faire partie d'un top et ça serait pas gênant du tout. Donc ça a été vraiment une expérience positive. Je voulais avoir des wow et j'ai eu presque uniquement des wow. Autre chose, je voulais diminuer ma page. Puis à un moment donné, j'ai eu mon dilemme de ce que je continue avec des titres à un mot. Puis je suis retournée sur mes propres mots en me disant mon objectif, un de mes objectifs de tout ça, c'était de diminuer ma palle. Donc je suis retournée avec des gros livres de ma palle. Et ça a fait un bien immense. Je vous disais que j'avais 53 livres au début de ma pile à lire. Puis à la fin, j'en avais 45. Donc, il suffit de s'y mettre, il suffit de ne pas louer de trucs pendant un mois, puis de lire ce qu'on a, puis ben, si on a du temps aussi, là, ça aide. Et parfois, lire des petites choses aussi, ça aide. Et je trouve que c'est super gratifiant. J'ai vraiment tout aimé de cette expérience-là. Outre que, ben, à la fin, là, j'avais peur de manquer de temps, puis que ça m'a fait manquer quasiment 2 semaines de vidéo, là. Mais le timing était pas idéal. C'était pas tout à fait réaliste de croire que j'allais lire comme 24 heures en 7 jours. Mais bon, je peux toujours rêver, hein. Puis finalement, j'ai quand même réussi à terminer le concept. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si c'est un concept que vous aimeriez faire, vous, à la maison, que vous avez peut-être déjà fait. Je pense que ça prend rien d'autre qu'une minuterie, puis ben on part ça, puis ça modifie vraiment, je trouve, nos habitudes de lecteur, de lectrice. Moi, personnellement, tu sais, je me disais, là, je vais pas juste m'asseoir pour lire 2 minutes, tu sais, je m'assois pour lire un petit bout, alors que dans la vie, parfois, j'ai l'impression que je papillonne un peu, je lis un petit peu, je fais autre chose, je prends mon téléphone. Là, je me disais non, parce que si je prends mon téléphone, j'arrête ma minuterie. Donc, ouais. Puis, avec mes objectifs que j'avais mis de l'avant, je suis très satisfaite de cette expérience qui a été beaucoup plus longue parce que, tu sais, j'étais comme, oh, 7 jours, mais finalement, ça m'aura pris presque 20 jours. Donc, quasiment le triple de ce que je voulais au départ.
Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. J'ai des cheveux qui gossent, hein? Je publie habituellement le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.